Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation où on va traiter deux cas pratiques de gestion de conflits dans l'entreprise. Mais avant de commencer notre cours, je vais répondre à deux questions principales. Qu'est-ce qu'un conflit et quels sont les styles de gestion de conflits? D'abord, souvent considéré comme un milieu de rencontre, l'entreprise regroupe une pléthore d'individus, une multitude de façons de penser, bref, diverses idéologies. Ces divergences sont récurrentes et peuvent aboutir à des malentendus, incompréhensions, voire disputes, d'où l'avènement des conflits en milieu organisationnel. Ces derniers influent de façon globale sur l'exécution du travail et sur la rentabilité de l'entreprise. Face à cette situation, les gestionnaires vont réagir en procédant par diverses méthodes pour tenter de prévenir, limiter ou encore même résoudre ces conflits qui peuvent parfois être, dans certaines situations, avantageux. Qu'est-ce qu'un conflit? Il est difficile parfois de définir un conflit parce qu'il revêt de nombreuses formes et survient dans des cadres différents. Il semble que ce dernier soit par essence un désaccord, une contradiction ou une opposition entre deux personnes ou plus des entités. Cependant, le conflit est parfois vécu dans la souffrance. Et contrairement à la bonne entente, il empêche la relation de progresser et d'être productive et les partenaires de s'épanouir. C'est pourquoi il est souvent nécessaire de le réguler et de le résoudre. Passons maintenant au style de gestion de conflits selon Thomas Killman, qui a établi un test de personnalité de gestion de conflits. Nous avons cinq styles majeurs de gestion de conflits. Il y a l'affrontement, il y a la résolution de problèmes, le compromis, l'accommodation et la fuite. Donc, quelle est la différence entre ces cinq styles de gestion de conflit? Je commence d'abord par le compromis. Dans ce cas-là, si on est sur le compromis, on fait en sorte que chacun obtienne partiellement satisfaction. Et je souligne et j'insiste sur partiellement satisfaction, c'est-à-dire ce n'est pas une satisfaction totale, ce n'est pas une résolution complète du conflit. C'est une solution adaptée si l'on veut obtenir un accord temporaire sur des questions complexes ou si une solution rapide s'impose. Vous allez voir que chaque style de gestion de conflit, il est valable pour certaines conditions. Le deuxième cas, c'est le style de l'évitement. On élude le problème, on se dérobe et on affiche une neutralité à toute épreuve. Ce peut être une solution adaptée si le problème est banal ou si des questions plus urgentes mobilisent l'attention. Et le troisième style, c'est l'accommodation. On aplanit les divergences et on se focalise plus sur les points d'entente. La coexistence pacifique est préservée, mais le problème reste entier. Cette solution aussi est appropriée si l'enjeu revêt plus d'importance pour l'autre partie que pour soi-même ou si on veut juste accumuler un avantage qui sera utile ultérieurement. Donc, pour ces trois cas de style de gestion de conflit, comme je viens de le montrer, c'est un style, bien le compromis, l'évitement ou l'accommodation, ce sont des styles qui génèrent un perdant d'une part. Puis, il y a le style de gestion faisant un gagnant et un perdant. C'est le style d'affrontement. On s'oppose activement aux volontés de la partie adverse, on impose la solution qu'on préfère grâce à son poids, sa supériorité, de ses compétences, par son influence due à un paramètre quelconque. Cette solution est appropriée si la situation exige une intervention rapide ou si on doit prendre une mesure impopulaire. Parfois, les managers, ils ont tendance à prendre une solution, bien une mesure au détriment de tout le monde pour sauver une situation. Et il y a le dernier style de gestion de conflit, c'est un style ne faisant que des gagnants,
la résolution de problèmes. On cherche la solution, bien la satisfaction mutuelle, en s'attaquant de front aux causes du conflit. Je souligne ceci en s'attaquant de front aux causes du conflit. On cerne le problème et on trouve une solution où toutes les parties trouvent leur compte, leur satisfaction totale. Cette solution peut être coûteuse en temps et en énergie, mais reste la meilleure stratégie car elle permet d'éliminer les raisons qui pourraient faire renaître le conflit. Donc, comme on peut le voir ici, on a 5 styles de gestion de conflits majeurs. Le meilleur, bien sûr, ça reste la résolution du problème parce que c'est le style de gestion qui génère des perdants totalement, je dirais. Voilà, donc je passe à notre cas pratique. Ici, on a deux personnes, Jean qui est un responsable et Pierre qui est un collaborateur de Jean. Donc, je vais lire cette situation pour qu'on puisse comprendre la situation conflictuelle où se trouve ce supérieur hiérarchique par rapport à son collaborateur. On a Jean, il dit, mon adjoint Pierre n'a aucun esprit d'initiative. Impossible de compter sur lui pour réagir en cas de problème. Si je l'abandonne, ne serait-ce qu'une journée, je peux être sûr qu'il y aura des négligences, des erreurs. Il n'a aucune jugeote, aucun sens de responsabilité, alors comment pourrais-je lui déléguer quoi que ce soit? Et puis, il y a Pierre, qui est le collaborateur de Jean. Il dit, Jean, jamais il ne me déléguerait la plus petite responsabilité. C'est bien simple. Il me dicte absolument tout, comme tout le reste du personnel d'ailleurs. En fait, il n'a pas de second. Il n'a besoin que d'exécutants. Et encore, s'il était content du travail exécuté, mais non, il aurait toujours fallu faire cela comme ceci et ceci comme cela. Bref, nous sommes tous des incapables avec lui. Pas question de prendre la moindre initiative. Donc, comment on peut interpréter cette situation-là? On a une situation conflictuelle entre un supérieur et son collaborateur. Déjà, Jean, il a une idée figée, donc chacun a conçu sa boule de cristal où il voit l'autre. Jean voit Pierre comme un incapable et Pierre voit Jean comme une personne, bien un responsable qui ne délègue rien, qui ne responsabilise pas. Et d'ailleurs, Pierre, il généralise sa situation sur tout le personnel et il voit que Jean voit tout le personnel comme il le voit lui-même. C'est-à-dire, je parle du Pierre. Dans cette situation-là, on est dans une situation d'escalade, dans le phénomène de l'Atlas. C'est-à-dire que les deux parties, chacune monte en haut sans qu'aucune partie ne va rejoindre l'autre. Donc ce phénomène de l'Atlas, de monter et de ne jamais rejoindre l'autre, c'est un phénomène qui cause une rupture, un manque de communication entre les deux personnes. Donc, quel est ce type de conflit? D'ailleurs, c'est un conflit, peut-être un conflit de génération. C'est aussi, il pourrait être un conflit qui est dû aussi à un manque de communication. Je dirais que on ne peut pas dire que Jean est le fautif ou Pierre est le fautif. D'ailleurs, les deux personnes sont fautives. Pourquoi? Parce que Jean, il ne délègue rien, il ne responsabilise pas Pierre, et Pierre, il ne prend pas l'initiative pour montrer ses compétences à Jean. Du coup, Jean ne le responsabilise pas. Pierre, il est en situation de recul et il ne fait rien, il ne fait pas d'effort pour montrer ses compétences à Jean. D'où la nécessité de l'introduction d'un intermédiaire qui pourrait intervenir afin de sauver la situation. D'ailleurs, Jean, je dirais qu'il est fautif. Du coup, ce n'est pas un manager qui procède à des niveaux ou bien à des styles de management qui peuvent préparer Pierre à devenir son bras droit. Et Pierre, ce n'est pas quelqu'un qui a le sens de l'initiative pour montrer ses compétences et son savoir-faire. Donc là, normalement, si Jean est fautif,
c'est-à-dire plutôt, je dirais, si Pierre, le collaborateur, est fautif, euh, Jean doit aussi prendre l'initiative et de passer à des niveaux pour responsabiliser Pierre. Parce que si jamais Pierre, c'est un incompétent, comme dit Jean, il doit faire une initiative et passer d'abord par le management directif, ensuite vers un niveau supérieur, un management persuasif, ensuite un troisième niveau selon l'avancement des compétences de Pierre vers un management participatif, et à un certain jour, il va préparer ce jeune homme à devenir son bras droit, et s'il devient expert motivé, il va lui procurer des délégations, c'est-à-dire il va procéder avec lui au management délégatif. Donc là, il y a un certain mécanisme de prédiction qui se réalise. C'est-à-dire, ici, j'aurai des ennuis, c'est-à-dire que Jean, il se dit lui-même que j'aurai des ennuis avec ce collaborateur. Par la suite, le responsable se prémunit et ne confiant au collaborateur que des tâches mineures. Ensuite, le collaborateur ne s'intéresse pas à la tâche, se sent persécuté et donne de mauvais résultats. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a une confirmation de la prédiction et renforcement de ce mécanisme. C'est-à-dire, on se trouve dans un cercle vicieux où on a le responsable qui reste figé sur ses idées, il ne responsabilise pas son collaborateur. Du coup, le collaborateur n'est pas responsabilisé, ils se sont démotivés et ils donnent de mauvais résultats, et par la suite, il confirme la prédiction de son collaborateur et on reste à circuler dans ce cercle vicieux. Je passe au deuxième cas pratique. On a Karim qui a 55 ans, est un directeur d'agence commerciale de facturation, collaborant avec une équipe de 5 jeunes salariés qu'il n'a pas choisis, dont il déplore l'incompétence et la déloyauté. Une équipe réputée difficile qui avait mis en cause un manager précédent. Karim traverse une période difficile de sa vie professionnelle qu'il affecte particulièrement. Il y a eu une séparation, un déménagement, etc. Il est fragilisé tant par sa situation personnelle que par cette équipe avec qui il travaille. Il peut compter sur le soutien de son supérieur hiérarchique, Fouad, qui n'hésite pas à intervenir quand Karim en a besoin. Puis, Karim est souvent furieux face à la fronde et au manque de professionnalisme de son équipe. Il travaille beaucoup et absorbe le travail non réalisé par l'équipe, et grâce à son implication, le travail est fait et le service est performant. Karim multiplie les directives et les sanctions dont elle se plaignent en retour avec insistance. Il rêve de pouvoir se débarrasser de ses collaboratrices. Fouad s'inquiète de l'escalade entre Karim et ses collaboratrices et cherche auprès de Leila, la DRH, une solution pour lui venir en aide. Donc, là, c'est la question, comment résoudre ce conflit-là? D'abord, dans ce cas-là, on va déterminer les acteurs impliqués de la situation, on va analyser la boucle relationnelle entre Karim et son équipe, et on va chercher les facteurs amplificateurs et même voir l'impact du phénomène de l'Atlas dans la persistance du conflit. On va voir quel est le type de ce conflit et quel est le style adapté par les deux protagonistes. Donc, si on revient sur notre texte, d'abord, pour voir les actants dans cette situation, on a d'une part Karim et on a les 5 jeunes salariés. Déjà, première caractéristique de Karim, c'est 55 ans, et première caractéristique des salariés, qu'elles sont jeunes. Puis, on a parlé de la boucle relationnelle entre Karim et les jeunes salariés. C'est une boucle relationnelle très compliquée parce qu'il se trouve dans une situation qui est conflictuelle où personne ne va vers personne, où on est sur
un état de repoussement où on ne va pas vers l'autre. Les indicateurs amplificateurs de la situation. D'abord, il y a le décalage de l'âge. Deuxième point, c'est une équipe réputée difficile qui avait mis en cause un manager précédent. C'est-à-dire que au moment de la venue de Karim en tant que manager, il a eu déjà l'information de son précédent que ses salariés sont une équipe difficile à gérer. Peut-être que cette idée va l'impacter dans sa relation avec ses salariés. Karim traverse une période difficile, c'est-à-dire une situation personnelle qui va aussi l'impacter parce qu'on ne peut pas nier l'impact de la vie personnelle sur la vie professionnelle. Il y a aussi le fait que Karim il est souvent furieux face à l'affront, au manque de professionnalisme de son équipe. Cette situation tendue de Karim, peut-être elle va le pousser à prendre des décisions impopulaires. Aussi, un autre cas, c'est le cas où il absorbe le travail non réalisé. C'est-à-dire, c'est une personne qui travaille, c'est une personne qui, face à la situation où ses collaboratrices ne font pas leur travail convenablement, lui, il gère la situation, il absorbe le travail non réalisé lui-même. Et aussi, il y a les directives et les sanctions qui sont multipliées de la part de Karim, ce qui encore amplifie la situation conflictuelle entre lui et ses collaboratrices. Par la suite, on va voir ce que c'est que le phénomène de l'escalade, comme on l'a déjà expliqué dans la situation précédente. C'est que l'escalade, c'est le phénomène de l'Atlas qu'on a expliqué, c'est la montée des deux parties en haut sans qu'une partie puisse rejoindre l'autre. Voilà, donc ici, dans cette situation-là, on va parler après, voilà, l'impact du phénomène de l'Atlas. Donc ce phénomène, il contribue à la persistance du conflit. Donc quel est le type de conflit? Ici, on a d'abord un conflit de génération, puisqu'on a un décalage d'âge entre Karim et ses collaboratrices, qui pourrait être un indicateur ou bien un paramètre générateur ou bien un paramètre générateur de la situation conflictuelle. Il y a aussi un autre type, c'est le type de conflit où on a le conflit d'intérêt. Peut-être ici, parce qu'il y a déjà Karim qui, malgré le mauvais rendement des collaboratrices, il travaille acharnement pour qu'ils puissent atteindre les objectifs de l'agence. Donc là, même un conflit d'intérêt, il est latent ici même, il n'est pas vraiment expressif. Et puis, on a, voilà, je reviens sur le style adopté par les deux protagonistes. Bah, c'est un style qui saute aux yeux, c'est un style d'affrontement, comme on vient de voir. L'affrontement, c'est le fait que je gagne, tu perds. Donc, pour Karim, je gagne, les collaboratrices perdent. Pour les collaboratrices, nous perdons. Karim, les collaboratrices, nous gagnons. Karim, il perd. Donc, dans cette situation-là où Karim multiplie les directives, les sanctions, et par la suite, on a les collaboratrices qui se plaignent en retour avec insistance, avec des pauses longues, absentéisme, congés demandés, etc. Donc là, on se trouve dans une situation où on ne peut vraiment pas avoir un rendement ou bien une rentabilité de l'entreprise, sauf que dans ce cas-là, c'est un cas un peu à part puisque c'est Karim lui-même qui prend en charge le travail non fait pour qu'il puisse relever les objectifs ou bien atteindre les objectifs de l'entreprise. Donc, quand on parle des solutions courantes aux conflits à utiliser pour gérer les conflits intragroupes, déjà,
On peut intervenir sur les règles de fonctionnement de l'équipe, on peut intervenir sur la structure de l'équipe, même on peut intervenir sur les conditions d'adhésion de l'équipe à la stratégie du gestionnaire et on peut aussi intervenir sur l'ambiance et les relations au sein de l'équipe. Donc, ce sont des cas susceptibles d'être utilisés selon le type de conflit et selon le style qu'adopte le manager. Pour la solution à cette situation conflictuelle, Kerim, il doit restaurer son autorité managériale. Il doit arrêter de faire l'atlas avec ses collaboratrices et bien sûr, même pour ses collaboratrices, il doit faire même. Solliciter un soutien plus efficace de sa hiérarchie et canaliser les états émotionnels limitants parce qu'il y a une forte déception gouvernée par la colère. Et en ce moment-là, les sources ou bien les ressources humaines deviennent limitantes au lieu que ces collaboratrices soient un point aidant, ils deviennent un point limitant. Pour Fouad et Leila, qui sont des supérieurs par rapport à Karim, ce sont des personnes, comme on a vu, qui ne réagissent pas, qui n'interviennent pas, vu que pour eux, c'est le rendement de l'entreprise, de l'agence en général, qui est important. Du coup, le rendement, il est bon, les objectifs sont atteints, donc ils n'ont pas vraiment à s'impliquer dans le conflit entre Karim et ses collaboratrices. Donc, ils doivent observer, sans intervenir à la place de Karim, et donner du temps pour écouter les deux parties. Normalement, ils doivent intervenir, d'abord observer la situation, la comprendre et appeler les deux parties pour les écouter. Intervenir si jamais sur la structure de l'équipe, si jamais il y a possibilité que ces 5 salariés ne travaillent pas ensemble en même temps ou bien ne travaillent pas en même temps sur le même endroit. Aussi intervenir sur l'ambiance et les relations au sein de l'équipe à travers la communication, à travers la motivation aussi. C'est la meilleure clé pour résoudre ce conflit-là. Donc, ce qui va donner un assouplissement du leadership de Karim avec un meilleur contrôle de travail et un meilleur positionnement vis-à-vis de sa hiérarchie. Donc voilà, ici, à travers cette présentation, on est passé d'abord par le fait de présenter ce que c'est qu'un conflit, ce que c'est que pourquoi les conflits se génèrent dans l'entreprise, quels sont les styles de gestion de conflits selon Killman, et aussi qu'est-ce que le phénomène de l'Atlas, et on a voilà, appliqué tout ceci sur ces deux cas pratiques. Donc, je vous remercie et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.